Au sommaire de cette édition, le Brésil, le tribunal électoral invalide la candidature de Lula à la prochaine présidentielle. Décision en raison de la condamnation pour corruption de l'intéressé. Son parti promet de lutter par tous les moyens pour qu'il puisse concourir. L'Allemagne vers une nouvelle démonstration de force de l'extrême droite dans le sillage des événements de Chemnitz. L'AfD et Pegida vont manifester. Les partis promettent une marche silencieuse. Qu'est-ce que ces rassemblements ont de particulier dans une Allemagne où l'extrême droite a toujours donné de la voix? Anne Maillet nous attend à Berlin. À la une également, la Mauritanie, 1 400 000 électeurs appelés aux urnes ce samedi. Élections législatives et locales. 105 formations, y compris les partis de l'opposition, y participent. Ce vote a valeur de test pour le pouvoir à un an de l'élection présidentielle. Voilà pour les titres. Nous sommes le 1er septembre. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Le tribunal électoral du Brésil a décidé d'invalider la candidature de l'ex-président Lula. La majorité des juges s'est prononcée en faveur de cette invalidation. Raison invoquée, la condamnation pour corruption de Lula. L'homme est en détention. Malgré son incarcération, il caracolait en tête dans les sondages. La présidentielle au Brésil a lieu le 7 octobre. Cette décision était autant attendue que redoutée. Fanny Lothaire est notre correspondante. C'est à croire que la campagne présidentielle brésilienne se déroule plus en ce moment dans les tribunaux de justice que dans la rue. Jusqu'au bout, les proches de Lula y ont cru, ayant même le soutien de l'Organisation des Nations Unies. Mais ce vendredi soir, les 7 juges du tribunal suprême électoral se sont prononcés contre la validation de la candidature de Lula. Lula, qui, je le rappelle, est incarcéré en ce moment dans le sud du Brésil, à Curitiba, condamné à 12 ans de prison pour corruption passive. Et bien malgré cela, depuis sa prison, il avait réalisé jusqu'à présent une sorte de campagne fantôme qui avait plutôt porté ses fruits pour le Parti des travailleurs, qui va devoir attendre jusqu'au 17 septembre pour décider d'un successeur. Ce sera sans doute Fernando Haddad, son vice-président, mais il n'a absolument pas le charisme, l'envergure de l'ancien président Lula. Les juges du tribunal suprême électoral ont assuré n'avoir fait aucune cabale politique et se sont prononcés sur une simple décision de droit, une loi claire au Brésil, la loi de la ficha limpa, le casier vierge, qui interdit toute personne condamnée par la justice à se présenter à des élections. Ils ont également assuré qu'il ne fallait pas que Lula, son nom, son visage, sa voix, soient présentes dans les spots de campagne officiels qui vont commencer ce samedi à la télévision brésilienne. Un épisode qui n'est toujours pas terminé pour le candidat Lula. Ses avocats ont déjà annoncé qu'il ferait appel devant la Cour suprême, la plus haute instance de justice au Brésil. Notez aussi que le PT, le Parti des travailleurs, promet de lutter par tous les moyens pour que Lula soit candidat à l'élection présidentielle. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme expulsé du Nicaragua. L'organisation paye le prix d'un rapport au vitriol publié il y a 2 jours. Elle y dénonçait un climat de peur au Nicaragua suite à la campagne de répression contre les opposants à Daniel Ortega. Louise Brossolo. C'est sous la forme d'une lettre de remerciement de fin de mission que leur expulsion a été ordonnée par le gouvernement. Les membres de la délégation du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme doivent quitter le Nicaragua. Notre bureau va continuer à soutenir les victimes, leurs familles et la société civile. Nous réaffirmons notre volonté d'aider les autorités nicaraguayennes à remplir leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme. La raison de cette expulsion, un rapport publié mercredi par le Haut-Commissariat des Nations Unies. Il dénonce des violations des droits de l'homme commises par le gouvernement depuis le début de la crise en avril. Et la liste est longue. Des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions et des cas de torture et de violences sexuelles dans des centres de détention. Pour Managua, ce rapport ignore la vraie nature des intentions des manifestants qui cherchent à renverser un gouvernement démocratiquement élu. Pour eux, les putschistes sont de petits anges. Pour eux, les gens qui ont été torturés n'existent pas. Si la personne torturée est sandiniste, elle ne compte pas pour le Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Incroyable. En un peu plus de 4 mois, la répression des manifestations contre le président Ortega a fait au moins 300 morts et près de 2000 blessés.
Les obsèques nationales du sénateur de l'Arizona John McCain, elles ont lieu aujourd'hui à la cathédrale de Washington. Donald Trump n'en sera pas. C'était un vœu du sénateur défunt. Les deux hommes entretenaient des relations glaciales. Deux anciens présidents, Barack Obama, George Bush, vont prononcer l'oraison funèbre de celui qui est considéré généralement comme un héros américain. Ces obsèques sont le point d'orgue d'une semaine d'hommage que John McCain avait lui-même préparée, comme nous l'explique Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. La maladie lui avait laissé tout le temps pour le faire. Vous savez, John McCain n'a jamais réellement cessé d'être un soldat et c'est en soldat qu'il a organisé ses funérailles, organisé son départ, son retrait de la vie publique, son retrait de la vie politique par son décès. Une succession de cérémonies, un voyage à travers cette nation qu'il chérissait tant. Il a pu dire adieu à sa circonscription, à ses électeurs, à qui il s'est adressé dans une lettre posthume tout à fait directement avant de rejoindre le Capitole et Washington où il repose au moment où nous parlons, le Capitole qu'il quittera demain. C'est effectivement John McCain qui a décidé d'inviter Barack Obama à s'exprimer pour prononcer son éloge funèbre, mais pas seulement Barack Obama, également George Bush. C'est également lui qui a décidé que Sarah Palin ne serait pas conviée à ces cérémonies alors qu'elle a été l'une de ses plus proches collaboratrices et bien entendu c'est lui qui n'a pas invité Donald Trump, ce président américain tant décrié et contre lequel il s'est tant opposé alors que finalement, on le sait, ils appartiennent au même camp. Il y aura presque autant de démocrates que de républicains qui rendront hommage à ce sénateur hors norme. L'Allemagne, les tensions à caractère raciste et xénophobe à Chemnitz, dans l'est du pays. La ville est secouée par une série de manifestations de l'extrême droite après le meurtre d'un Allemand, un homicide dont serait responsable un Irakien, un Syrien. Ce samedi, deux formations d'extrême droite, l'AfD et Pegida, vont manifester. Elles promettent une marche silencieuse. Nous sommes en duplex avec notre correspondante en Allemagne, Anne Maillet. Anne, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui à Chemnitz ? Bien, vous l'avez rappelé en début de semaine, suite à ce meurtre attribué à deux migrants, Chemnitz a été le théâtre d'affrontements très violents, d'émeutes racistes, de scènes de chasse à l'homme. On y a vu des militants néo-nazis faire des saluts hitlériens sans complexe et c'est exactement ce que l'on craint à nouveau aujourd'hui dans cette ville de Saxe lors de cette manifestation qui est prévue à 16h. Une manifestation à laquelle participent le parti d'extrême droite AfD et le mouvement anti-islam Pegida. Mais les autorités saxonnes craignent que d'autres groupes d'extrême droite provenant d'autres régions, voire même d'autres pays, répondent également à cet appel et se rendent à Chemnitz pour une véritable démonstration de force. Les autorités locales ont donc demandé le renfort de la police fédérale et un match de football à Dresde, non loin de là, a même été annulé pour concentrer l'ensemble des forces de sécurité autour de la ville de Chemnitz. Qu'on se comprenne bien, Anne Maillet, l'extrême droite qui manifeste en Allemagne, rien de bien inédit, mais ces rassemblements de Chemnitz ont quelque chose de particulier. Pour quelle raison ? Oui, alors effectivement, c'est un phénomène ancien qui remonte à la réunification. Après la chute du mur de Berlin en 1989, le tissu économique dans cette région et dans toutes les régions d'ex-Allemagne de l'Est s'est complètement effondré. Il y a depuis un très fort sentiment de déclassement, de perte d'identité et c'est là-dessus que prospère l'extrême droite depuis des décennies. Mais ce qui a changé et ce qui inquiète tout particulièrement les autorités aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu à Chemnitz, mais ces derniers mois également dans d'autres villes, c'est que depuis le début de la crise migratoire en 2015, de nombreux citoyens non militants n'hésitent plus à rejoindre les rangs de ces manifestations, n'ont pas honte de défiler aux côtés de néo-nazis pour faire entendre leur mécontentement et leur rejet de la politique migratoire allemande. Alors il faut savoir aussi que dans ces régions de l'Est de l'Allemagne, comme dans tous les autres pays de l'ex-bloc soviétique, on a des populations très homogènes qui n'ont pas la même expérience de l'immigration qu'à l'Ouest et qui sont nettement plus hostiles aux étrangers et ce sentiment est évidemment fortement attisé par l'extrême droite et pourtant des étrangers, il faut le rappeler, il n'y en a que très peu dans cette région de Saxe, ils ne représentent qu'à peine un peu plus de 4% de la population. Merci Anne Maillet à Berlin.
Une semaine après sa décision de supprimer quelques 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens, l'administration américaine enfonce le clou. Les États-Unis ne vont plus contribuer au financement de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Une annonce aussitôt fermement condamnée par les autorités palestiniennes. Antoine Fenot. C'est une bien mauvaise nouvelle pour l'UNRWA. L'agence de l'ONU ne recevra plus de financement de la part des États-Unis. Raison évoquée par Washington, un coût trop important et un programme biaisé. L'augmentation constante du nombre de bénéficiaires autorisés de l'UNRWA est tout simplement insoutenable et en situation de crise depuis de nombreuses années. Les États-Unis ne financeront plus cette opération qui comporte de sérieuses lacunes. Cette décision américaine fait suite à une première coupe drastique dans le financement de l'agence. Début 2018, les États-Unis n'avaient versé que 60 millions de dollars à l'UNRWA, contre 350 millions l'année précédente. Du côté de l'agence, on tire la sonnette d'alarme. À en croire ses responsables, d'ici fin septembre, l'UNRWA ne pourra plus financer ses centres de santé. L'UNRWA appelle tous ses contributeurs historiques et les pays arabes à nous aider pour sauver notre système éducatif. Nous ne voulons pas qu'il s'arrête. Nous parlons ici de plus d'1 million d'élèves. S'ils ne peuvent pas aller à l'école, cela va entraîner une plus grande instabilité régionale. La décision américaine intervient alors que les relations entre Washington et les Palestiniens sont tendues. En cause, la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, provoquant la colère des dirigeants palestiniens. Washington avait prévenu, pas d'aide américaine sans un retour des Palestiniens à la table des négociations. Force est de constater que l'administration américaine est passée à l'acte. Les élections législatives et locales en Mauritanie ce samedi, 1 400 000 électeurs sont appelés aux urnes. La campagne s'est achevée sur fond d'escalade verbale entre le pouvoir et l'opposition. Ces élections ont valeur de test pour le régime de Mohamed Ould Abdelaziz. Leur issue pourrait ouvrir la voie à un très éventuel troisième mandat du président mauritanien. Explication Sarah Sako, elle est notre envoyée spéciale à Nouakchott. C'est un scrutin qui a valeur de répétition générale avant la présidentielle pour le pouvoir, mais également pour l'opposition. Du côté de la majorité présidentielle, il s'agit évidemment de conserver un maximum de sièges de députés. Il est à noter que si la majorité présidentielle obtient plus de 2/3 des sièges, alors elle pourra, si elle le souhaite, donc modifier la Constitution, ce qui ouvrirait la voie à un éventuel troisième mandat du président. C'est en tout cas ce que craint l'opposition mauritanienne qui ne croit pas aux promesses du président, donc qu'il partira après son deuxième mandat. Du côté de l'opposition également, il y a un fort enjeu puisque la majorité, l'essentiel des formations avaient boycotté les précédentes législatives, c'était en 2013, et il s'agit aujourd'hui de montrer ce que pèsent ces différents partis, ces différentes coalitions. Et puis enfin, une troisième nouveauté dans ce scrutin qui est également un enjeu, c'est le cas Biram Da Abeid. Vous savez, ce célèbre militant anti-esclavagiste qui est actuellement incarcéré et qui a fait un pari audacieux pour ces législatives. Pour se présenter, il a allié son mouvement avec un parti nationaliste arabe, Sawab, ce qui va un peu à l'encontre donc de son bastion électoral. Reste à savoir évidemment comment l'opposition va apprécier l'organisation de ce scrutin, elle qui a déjà commencé à dénoncer une mauvaise organisation et une mauvaise représentation donc de la CENI, l'organe qui organise les législatives et les régionales et les communales, puisque c'est un scrutin triple. Et pour fermer ce journal, nous partons pour Détroit, dans le Michigan. Détroit, où les derniers hommages étaient rendus à une autre héroïne américaine qui évoluait dans un autre registre. Nous parlons bien sûr d'Aretha Franklin. Funérailles grandioses hier pour la reine de la soul, en présence d'une brochette de stars, Stevie Wonder entre autres. L'info continue sur nos chaînes. Shapes evolving, and the rose blood from the bloom in early May. Since hate knows love's cure, you can rest your mind assured that